Mikhail Gorbatchev à Berlin-Est pour le 40e anniversaire d'un régime en crise. C'est au peuple allemand de décider de l'évolution du régime. Attention à ne pas bouleverser le statu quo en Europe, déclare le numéro 1 soviétique. Nouvel afflux de réfugiés aujourd'hui à Prague, en Hongrie, à Varsovie. En direct de Berlin, au pied du mur, spécial Allemagne, la question allemande vue des deux côtés, reportage et interview exclusive. L'exemple hongrois abat le centralisme démocratique, vive l'économie de marché. Le numéro 1 du PC hongrois souhaite un nouveau type de socialisme mélangé de social-démocratie. Les points forts de l'actualité en France maintenant, Hervé. Eh bien, une actualité mi-sportive, mi-fait divers d'abord. Laurent Fignon accusé de dopage. Il aurait fait usage de produits dopants aux Pays-Bas. La Fédération française de cyclisme confirme. Après la manif d'hier, négociation difficile au ministère des Finances, les fonctionnaires face à leur ministre Pierre Bérégovoy. En question à l'Assemblée, le financement de la vie politique. L'amnistie ne devrait pas être votée. Mais l'actualité ce soir, effectivement, elle se passe à Berlin. Christine vous l'a dit, c'est l'histoire qui se fait sous nos yeux. Mikhail Gorbatchev, présent à Berlin-Est au moment même où l'Allemagne de l'Est doit faire face à la fuite massive de ses ressortissants. Alors Christine, vous êtes à Berlin justement pour nous faire vivre tous ces événements. Oui, Hervé, Berlin qui, bien sûr, bat aujourd'hui plus que jamais au rythme des deux Allemagnes. Celle-ci, à l'ouest, sûre de son opulence, de ses libertés, émue mais un peu inquiète face à cet exode interallemand de ces dernières semaines. Et puis celle-là, à l'est, le dernier pays stalinien d'Europe, le plus riche aussi du monde communiste, crispé sous la férule d'un Honecker mourant et drainé par l'exode d'une génération qui n'en veut plus, qui n'en peut plus. 100 000 départs, au moins en 6 mois. Il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un quartier qui ne soit touché. Et c'est cette Allemagne-là qui aujourd'hui célèbre malgré tout son 40e anniversaire en présence d'un homme, le seul qui, aux yeux des Allemands, détienne la clé d'une situation qu'il a en partie provoquée, Mikhail Gorbatchev. Il est à Berlin-Est depuis ce matin. Georges Bortoli était sur place. Ils sont venus, ils sont tous là, ou presque. À ce 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, le général Jaruzelski est venu rappeler que la Pologne avait encore un chef d'État communiste. L'arrivée sportive de Daniel Ortega du Nicaragua compense l'absence du Cubain Castro. Et une autre vedette du monde arabe, celle-là, Yasser Arafat, a tenu à se joindre à la fête. Mais celui qu'on attendait, c'est Gorbatchev. Comment vont ses relations avec Erich Honecker? Apparemment bien. Même si M. Honecker ne s'est jamais gêné pour faire censurer les discours de M. Gorbatchev dans les journaux d'Allemagne de l'Est. En fait, soviétiques et allemands de l'Est sont condamnés à s'entendre puisqu'ils ont des intérêts communs. Si cette Allemagne-ci s'effondrait, la stratégie soviétique s'effondrerait avec elle puisque 20 divisions, peut-être les meilleures de l'armée soviétique, sont ici. Mais si à l'inverse Moscou retirait sa protection aux Allemands de l'Est, que pèserait-il ? Voilà pourquoi, même si M. Honecker n'aime pas la perestroïka, M. Gorbatchev a eu ici un accueil sans commune mesure avec celui des autres invités. Et Mikhail Gorbatchev a prononcé il y a à peu près 2 heures maintenant un très long et important discours. Georges, vous êtes repassé à l'ouest après l'avoir écouté. Oui, eh ben, il faut dire que Mikhail Gorbatchev multiplie les propos aimables à l'intention des dirigeants est-allemands. Il dit, mais la situation n'est pas si mauvaise, elle n'est pas inquiétante, et il a même dit aux jeunes Allemands de l'Est, ne paniquez pas, autrement dit, ne vous sauvez pas, soyez patients. Et alors, concernant la situation internationale, il a appelé l'Europe à tenir compte des frontières qui sont nées de l'après-guerre. Autrement dit, il a appelé au maintien de la coupure de l'Allemagne en deux. Alors, vous savez, on ne pouvait pas vraiment attendre autre chose, on ne pouvait pas attendre que du jour au lendemain, M. Gorbatchev abandonne les positions stratégiques auxquelles se sont cramponnés ses prédécesseurs, mais ça veut dire tout de même que l'Europe ne va pas se réunifier très vite et ça veut dire que le mur de Berlin, sa disparition n'est pas pour demain. En tout cas, le régime est-allemand est aussi sous une forme de pression intérieure. Hier, à Dresde, des affrontements ont eu lieu au passage des trains vers l'ouest. Véronique Tavo. Liberté, liberté, le cri de centaines de jeunes hier soir à Dresde.
La réponse de la police est-allemande, grenades lacrymogènes, canons à eau, matraques. Des affrontements d'une rare violence, une manifestation comme l'Allemagne de l'Est en a rarement connue, qui hier soir a tourné à l'émeute. Peut-être un mort et un blessé grave, le bilan selon une radio ouest-allemande. Manifestation de la dernière chance, depuis 2 jours à Dresde, des milliers de candidats au départ tentent de monter à leur tour dans les trains de la liberté, sans doute les derniers avant longtemps. La gare est aujourd'hui sous haute surveillance policière, l'espoir de liberté brisé. Oui, et à Leipzig, il y a quelques jours, des manifestants réclamaient plus de liberté et scandaient « Gorbatchev, Gorbatchev ». Eh bien, en ce moment même, à quelques centaines de mètres d'ici, Gorbatchev est en train de dîner avec les hauts dignitaires du régime est-allemand. Alors que leur dit-il à l'oreille? Le contraire de son discours de tout à l'heure, libéraliser, ouvrez les frontières. En tout cas, ironie et aussi formidable logique de l'histoire. C'est aujourd'hui, au moment où Gorbatchev joue une partie extrêmement cruciale pour le sort du bloc socialiste, que la Hongrie, tout à coup, accélère le rythme. Tout à l'heure, à Budapest, le Parti communiste hongrois a commencé ses travaux en prenant au pied de la lettre son slogan « Socialisme et démocratie ». Jacques Merlino. Ce 14e congrès est peut-être le dernier du Parti communiste hongrois, a été précédé dans tout le pays d'un grand nombre de discussions très vives. Il y a 10 jours, par exemple, l'indignation de cet homme. Comment voulez-vous avec ce régime qu'on s'en sorte, dit-il, quand les gens prennent leur tracteur pour aller acheter une boîte d'allumettes au village? Et sur les marchés, on retrouvait la même colère. Regardez, dit cette femme, après toute une vie de travail, je ne peux acheter que des bas morceaux. L'échec des communistes dans ce pays est devenu si flagrant que le parti et les syndicats officiels en sont réduits à distribuer des pommes de terre pour calmer l'impatience populaire. Cela, tous les dirigeants hongrois le savent parfaitement, et ils sont prêts à provoquer la grande rupture. Ce matin, Rezonierz, président du Parti communiste, n'y est pas allé par 4 chemins. Il s'est déclaré favorable à un parti socialiste d'un type nouveau. Et Imre Pösgöly, l'homme fort du pays, a défendu l'idée d'un socialisme démocratique qui ne soit plus vénéré comme une icône. Ce 14e congrès est donc véritablement historique. Il n'est pas impossible qu'il décide ce week-end un changement si profond que cela soit en fait la disparition du Parti communiste hongrois. C'est la Hongrie qui nous a lâché la première. C'est ce que nous disait hier soir à Berlin-Est un dirigeant du régime est-allemand. Il parlait bien sûr de l'ouverture de la frontière hongroise vers l'ouest il y a 3 semaines. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui encore, des centaines de réfugiés allemands essayent de gagner l'ouest. Ils sont en Hongrie, mais ils sont aussi dans les ambassades ouest-allemandes à Prague et à Varsovie. Alors, est-ce que c'est là le début d'une espèce de réunification allemande? C'est ce qu'on verra tout à l'heure, Hervé. Oui, Christine, nous allons un court instant revenir à quelques minutes à l'actualité française. Et je vous le disais en titre, c'est Laurent Fignon qui fait la une de l'actualité. Le héros de la saison cycliste se serait dopé. Et oui, Fignon qui, je vous le rappelle, a tout de même gagné le Giro cette année et quelques classiques, et puis terminé 2e du Tour de France. Fignon, donc, aurait pris des produits interdits dans une course en Hollande. Jean Mamère. Cela s'est passé le 17 septembre dernier au Grand Prix de la Libération à Eindhoven. Vainqueur de l'épreuve avec son équipe, Laurent Fignon, tiré au sort avec son coéquipier Bonamour, est soumis au contrôle antidopage. Des traces d'amphétamine ont été relevées, Laurent Fignon est déclaré positif. Si l'on ne peut contester le contrôle, des questions se posent. Le Grand Prix de la Libération n'est pas une épreuve majeure du calendrier, il ne voulait d'ailleurs pas y participer. De plus, l'intérêt d'utiliser un produit interdit pour un contre-la-montre par équipe n'apparaît pas évident. Laurent Fignon, dopé, voilà qui va faire mal aux coureurs et au cyclisme en général. Fignon, pourtant revenu au sommet de l'affiche cette saison. Une première affaire de dopage avait déjà éclaboussé le coureur en mai 87 après sa victoire dans le Grand Prix de Wallonie. Cette fois, il peut encore demander une contre-expertise, mais il en réfute la procédure. La contre-expertise devrait, au terme de la réglementation de l'Union cycliste internationale, se dérouler dans le même laboratoire. Et il a pensé que dans ces conditions, il était inutile de faire une telle demande. C'est pourtant devant les tribunaux que Fignon risque de porter cette affaire. Quoi qu'il advienne, il sera soumis à une forte amende et écopera de 3 mois de suspension avec sursis. Mais il sera demain néanmoins au départ de Paris-Tours.
Hier, les agents des finances étaient dans la rue, 30 ou 40 000 à Paris. Et bien aujourd'hui, ils négocient avec Pierre Bérégovoy, leur ministre. Inspecteurs des impôts, douaniers, fonctionnaires du Trésor, tous étaient autour de la table aujourd'hui. Mais les négociations sont difficiles. Alain Doubeski. Au ministère des Finances, après 3 heures de discussion, interruption de séance. Désaccord total sur le point central des revendications, c'est-à-dire la revalorisation des salaires. Jusqu'ici, aucun déblocage n'apparaît. On campe sur l'ukase qui paraît avoir été posé par Matignon. Il n'y a pas de possibilité de traduire en point d'indice les efforts déployés par les personnels ces dernières années pour tenir les services hors de l'eau, la tête hors de l'eau. Les syndicats réclament 30 points d'indice supplémentaires, c'est-à-dire 700 francs pour tous les fonctionnaires des finances et l'intégration des primes dans les salaires. Monsieur Bérégovoy a répondu non. J'ai le souci de répondre à l'attente du personnel du ministère des Finances et j'ai un autre souci, celui de ne pas compromettre la situation financière et économique du pays. Il faut trouver la synthèse entre ces deux soucis, c'est ce à quoi je m'emploie. Les négociations devraient reprendre à 21 h. Elles pourraient porter sur une autre revendication, l'amélioration des conditions de carrière. Une façon comme une autre finalement de donner à terme un peu plus d'argent. À Mulhouse, le conflit Peugeot est au point mort. La direction n'a pas cédé, les grévistes non plus. Henri Krasuki est venu aujourd'hui apporter aux grévistes le soutien de la CGT et un chèque de plus d'1 million de francs obtenu par souscription. L'occasion, cette visite de Henri Krasuki, de quelques bousculades. Françoise Joly. Porte ouest de l'usine de Mulhouse, des agents de sécurité filtrent les entrées. Leur consigne, empêcher les grévistes de pénétrer sur le site. Quelques instants plus tard, c'est Henri Krasuki qui se retrouve face aux grilles. Il veut se rendre à la forge pour apporter le chèque de la souscription lancée par la CGT, soit plus d'1 million de francs. Après des tractations avec la direction, il obtient le droit de se rendre au local syndical. Là, un comité d'accueil un peu particulier, une centaine de cadres, agents de maîtrise, qui, sans un mot, mais dans une ambiance tendue, vont écouter eux aussi le discours d'Henri Krasuki, le secrétaire général, qui évoquera entre autres la mission de conciliation décidée par le gouvernement. Blanchard, on peut considérer que c'est un geste, mais seulement un geste. C'est demain matin que Francis Blanchard, le conciliateur nommé par le gouvernement, devrait venir ici à Mulhouse pour rencontrer les organisations syndicales. Les agriculteurs, eux aussi, sont en colère. Une fois les moissons et les vendanges terminées, eh bien, ils descendent dans la rue, eux aussi. Regardez, ça c'est à Toulouse. Les agriculteurs manifestent parce que, à cause de la sécheresse, ils veulent être indemnisés. Et puis aussi, ils veulent des conditions plus favorables, des conditions sociales plus favorables. Et puis ça, c'était à Toulouse et à Amiens aussi. Nous avons des images de ces manifestations des agriculteurs, surtout à cause de la sécheresse. En question à l'Assemblée, le financement des partis politiques, une question bien délicate dont on parle depuis longtemps et dès la rentrée de l'Assemblée, les députés se sont attelés à la tâche. Pascal Guigné est à l'Assemblée. Pascal. Lentement mais sûrement, d'amendement en amendement, le débat progresse. Pierre Jox prend un peu d'aspirine, Pierre Mazeaud RPR des vitamines, le fameux article 18 n'est pas attendu avant la nuit noire. Une amnistie en fait qui a de fortes chances de finir dans les corbeilles à papier de l'histoire parlementaire. Une amnistie, il est vrai, plutôt encombrante, pour la droite comme pour la gauche. Elle gêne le PS davantage qu'elle ne protégerait certains élus, et puis elle fait carrément fuir l'UDF comme les centristes. Haro sur l'amnistie donc, un souci partagé bon gré mal gré, de groupe en groupe. Seuls le RPR et les communistes, drapés dans leur vertu, refusant en bloc toute nouvelle loi sur le financement des partis. Il est vrai qu'à en croire le ministre, l'amnistie, c'est accessoire. Seul compte le plafonnement des dépenses électorales et les sanctions pour les contrevenants. Conséquence, lors du vote, il est probable que les socialistes adopteront le même profil bas qu'en commission. Ils ne devraient rien faire pour essayer de faire passer l'article en force ou à la sauvette. Sauf surprise donc, l'objet du litige devrait passer à la trappe, quitte à revenir sous une forme ou une autre dans quelques temps. Par exemple en seconde lecture après le Sénat, mais ça, c'est déjà une autre histoire.
Le déraillement d'un train de marchandises à la sortie de la gare de Douai dans le Nord, 2 citernes qui contenaient chacune 50 et 80 tonnes d'ammoniac anhydride liquéfié se sont renversées sur le ballast. Heureusement, les citernes ont résisté au choc, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a donc pas de menace de pollution. Voyons maintenant d'autres informations de l'actualité avec Louis Carzou. 2 membres de la Croix-Rouge internationale enlevés ce matin à Saïda au sud-Liban. Il pourrait s'agir de rapts crapuleux sans motivation politique. 8 occidentaux, membres d'organisations internationales, ont été enlevés au Liban pendant les 20 derniers mois. Le principal dirigeant de l'opposition panaméenne arrêté puis relâché par la police secrète du général Noriega. Guillermo Andara, en grève de la faim depuis le 20 septembre, s'est réfugié auprès de l'église panaméenne. Jacques Doniol-Valcroze, réalisateur et acteur de la Nouvelle Vague, est mort ce matin à l'âge de 69 ans. L'auteur de L'eau à la bouche était aussi le cofondateur des Cahiers du cinéma. La bourse de Paris a continué sa progression aujourd'hui, plus 1,15% en fin de séance malgré la hausse des taux d'intérêt. Même résistance pour la devise américaine à 6,40 francs au fixing. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en France. Alors tout de suite, nous allons retrouver nos envoyés spéciaux pour notre page spéciale sur les bouleversements à l'Est. Christine, vous êtes, si j'ai bien compris, toujours au pied du mur. Oui, absolument, au pied du mur. Vous savez, ici, Hervé, à Berlin, on a eu 27 ans pour s'habituer au mur qui, vous le voyez, est devenu le haut lieu des graffitis, des taggers berlinois et autres bizarreries. Mais aujourd'hui, on sentait une tension. Didier Eppelbaum et Jean-François Hoffmann l'ont vérifié à l'un des passages Checkpoint Charlie. Des soviétiques refoulés de Berlin-Est, difficile à imaginer hier, mais vrai cet après-midi ici à Checkpoint Charlie. C'est le principal point de passage réservé aux étrangers. Cet après-midi, les touristes étaient indésirables, russes, mais surtout américains. Je suis entrée et ils m'ont dit qu'aucun touriste ne passait. J'ai entendu la police militaire affirmer que cela concernait surtout les Américains. Aucun Américain n'est passé ces 2 derniers jours. Et ils ont donné une raison? Non, aucune. 800 touristes au moins ont été refoulés depuis hier. L'Allemagne de l'Est affirme vouloir éviter les agitateurs. Ici à l'Ouest, on croit qu'il s'agit d'un geste politique. Quoi qu'il en soit, les passages sont régis par des accords internationaux et garantis par l'URSS. Ils devraient reprendre dimanche. Oui, drôle d'anniversaire, en tout cas drôle d'ambiance et drôle de soirée à la télévision est-allemande. Car les Allemands de l'Est, depuis longtemps, s'informent par le biais des télévisions ouest-allemandes. Ce soir, ils ont droit, sur leur programme officiel, à la célébration un peu pesante des réalisations du socialisme. Et les commentateurs officiels insistent aussi sur le chômage et la criminalité à l'ouest. Mais au même moment, en ce moment même, les journaux télévisés ouest-allemands leur montrent quoi? Eh bien, encore des images de gens qui fuient, de réfugiés à Prague, en Hongrie, à Varsovie. Et ici, à Berlin, ces réfugiés, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des inconnus. On les aime, on les attend souvent depuis longtemps, on les espère, car ils sont de la famille. Corinne Pertuis et Jean-François Hoffmann en sont témoins. L'avion de Nuremberg est en retard. Encore 10 minutes à patienter. Ce n'est rien et c'est beaucoup. Certains attendent leur frère ou leur mari depuis quelques jours ou depuis plusieurs années. Un coup de fil leur a appris ce matin que ceux qu'ils espèrent retrouver depuis si longtemps font partie des réfugiés de l'ambassade d'Allemagne fédérale à Prague. Les premiers commencent à arriver. Enfin, Ralph, avec sa femme et ses 2 enfants, retrouve ses parents. Il y a 1 an encore, toute la famille habitait Berlin-Est. Mais les grands-parents sont passés à l'ouest avec un visa de tourisme. Ils y sont restés. Aujourd'hui, la famille est à nouveau réunie après 10 jours d'un voyage éprouvant. Mardi, on a pensé que c'était la fin. On n'en pouvait plus. On était dans une chambre sans fenêtre. C'était terrible, vraiment terrible. Pour vivre cet instant, ils ont tout essayé. La frontière polonaise, passer illégalement, ce n'était pas possible. Alors, apprenant que c'était plus facile par la Tchécoslovaquie, ils sont partis pour Prague. Après 4 jours à l'ambassade, on les a accueillis à Hof. De Nuremberg,
ils se sont envolés pour Berlin. Ils ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour se retrouver à quelques mètres seulement de leur point de départ. Demain, ils iront s'inscrire officiellement. Ils passeront quelques jours dans un camp de réfugiés avant d'avoir un appartement. Mais pour le premier soir à l'ouest, ils vont se serrer un peu dans l'appartement des grands-parents. Quand on me demande si je regrette d'être venu ici, je réponds une seule chose. Le seul regret que j'ai, c'est de n'être pas parti d'Allemagne de l'Est 20 ans plus tôt. Aujourd'hui, pour Ralph, Monica, Daniel et Stéphane, une nouvelle vie commence. Ils vont devoir apprendre les règles du jeu en vigueur de ce côté-ci du mur. Ils sont désormais citoyens d'Allemagne de l'Ouest. Ralph Zimmer, vous voici maintenant avec vos deux enfants ici, physiquement ici, au pied du mur que vous avez mis si longtemps à franchir. Quel effet ça vous fait de le voir de ce côté-ci? Je dois vous dire que la vie est tout à fait différente ici. Nous sommes maintenant à Berlin-Ouest. Le voyage a été extrêmement long. Il a été très pénible. J'ai voyagé avec d'autres personnes. J'ai lié connaissance avec des gens. Et maintenant, je me retrouve directement devant le mur. Je n'y suis pas habituée parce que moi, je ne connais ce mur que de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a la police, il y a les gardes. Alors, je vois le mur, mais ça me fait encore une impression un peu curieuse. Et les policiers, probablement, nous observent en ce moment. Mais le mur, il faut bien le dire ici, c'est une blessure, c'est une obsession, c'est une habitude aussi. C'est en 1961 que le régime est-allemand l'a édifié pour mieux s'épanouir. Et pour le fuir, des gens sont morts, ici. Jérôme Bonny. Avril 45, la porte de Brandebourg trône au-dessus des ruines de Berlin, où le Führer vient de se suicider. Le symbole de la puissance du Reich devient celui de sa défaite. Son sort est arrêté par les accords de Potsdam. 4 secteurs occupés à l'est par les soviétiques, à l'ouest par les Américains, les Britanniques et les Français. Déjà, les Berlinois s'attachent à reconstruire leur ville, qui va devenir, avec la guerre froide, terrain d'affrontement est-ouest, les chars américains et soviétiques face à face. Août 61, sur décision de la RDA, Berlin est coupé en deux par le mur de la honte. Il s'agit d'arrêter l'hémorragie de dizaines de milliers d'Allemands de l'Est vers l'Ouest. Le passage devient un exploit. Je suis un Berlinois, clame Kennedy devant le mur en 63, dénonçant la situation absurde de Berlin-Ouest assiégé. Aujourd'hui, cela fait 44 ans que cette situation dure, que les patrouilles de l'Ouest se relaient pour monter la garde de cet îlot capitaliste en plein pays communiste. Berlin est toujours coupé en deux par ce mur, chaque jour un peu plus anachronique. Ralph, vos deux fils et votre femme aussi, qui est toujours en train d'obtenir vos papiers, c'est en fait votre première journée à l'Ouest. Est-ce que vous avez encore peur? Oui, c'est la première journée. Nous sommes arrivés hier soir à Berlin-Ouest. C'est donc la première journée que nous passons ici. Nous avons encore beaucoup de formalités à accomplir à Berlin-Ouest. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore eu le temps de tout digérer, si vous voulez. Et la peur, parce que vous avez eu peur pour vos fils aussi, tout au long de ce périple. C'est fini maintenant? Oui. Au départ, oui, c'est vrai que j'ai eu peur. Ce soir, on nous a donné une chambre à Berlin-Ouest. Là, nous avons notre chambre à nous. Ça fait une chambre pour notre famille. Nous nous retrouvons entre nous. Et je pense que maintenant, je n'ai plus vraiment peur. L'excitation s'en va aussi. Vous êtes venu ici pour une vie meilleure, en Deutschland, ou pour la liberté? On les veut. En fait, pour les deux. Bon, tout d'abord, il y a la liberté, bien sûr, parce que là, nous allons pouvoir jouir de cette liberté. Et c'est aussi pour avoir une nouvelle vie, pour commencer une nouvelle vie.
nous allons pouvoir partir de zéro de nouveau, parce que là, nous allons avoir d'autres possibilités. De l'autre côté, nous en avions, mais elles étaient très très faibles. Christine. Oui, donc de toute façon, je peux vous dire oui. Christine, j'aimerais poser une question à nos amis Ralph et Monica, s'il vous plaît. Oui, Hervé. Je voulais leur demander, parce que maintenant ils vont être des citoyens allemands de l'Ouest, ils vont avoir les papiers qu'il faut. Donc ils auront l'autorisation d'aller à l'Est, comme tous les citoyens d'Allemagne de l'Ouest. Est-ce qu'ils profiteront de cette autorisation? Est-ce qu'ils passeront le mur pour retourner à l'Est? Pour l'instant, on nous a déconseillé de nous rendre en République démocratique allemande parce qu'en fait, officiellement, nous avons été expulsés. Alors, nous avons des documents officiels, mais on nous a déconseillé dans un premier temps d'aller en RDA. Il faut attendre 1 an à peu près. Alors, peut-être que là, nous pourrons à nouveau nous rendre en République démocratique pour y visiter notre famille, par exemple. Mais je répète, on nous l'a déconseillé pour l'instant. Mais je suis sûre qu'un jour, nous y retournerons. Et puis peut-être qu'un jour, le mur n'existera pas. Alors là, nous pourrons retourner dans notre patrie. Mais il faut d'abord que les conditions RDA soient les mêmes qu'en RFA. Merci. Alors, bien sûr, Hervé, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il pense de l'exode qu'il voit à la télévision ouest-allemande? Qu'est-ce qu'il pense aussi de ce début de contestation qui affleure dans leur propre pays? Comment voit-il l'évolution de leur propre régime? Dans les limites d'un État policier, Philippe Rochaud a pu recueillir quelques témoignages en filigrane, une obsession, une crainte, le précédent de la Chine, la répression sanglante en Chine qui, à sa manière, a aussi célébré le 40e anniversaire de son régime. Où avez-vous trouvé ça? Ici, au marché noir. Étonnant de voir que l'image du numéro 1 soviétique n'est pas officiellement en vente en Allemagne de l'Est, mais c'est le reflet de la méfiance des dirigeants vis-à-vis du chef du Kremlin qui veut un peu trop faire bouger les choses à leur gré. On est venu pour voir Gorbatchev, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Des réformes, tout quoi. C'est un grand espoir pour nous. Si les sondages de popularité existaient ici, Gorbatchev viendrait en tête. Mais son succès dans la crise que traverse l'Allemagne de l'Est a ses limites. Wir wollen natürlich auch, dass Veränderungen in unserem Land da sind. Aber also mit den Veränderungen, also es kommen. Nous voulons nous aussi des changements, des réformes. Tous les habitants de la RDA veulent ça, mais nous voulons les faire nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de pression extérieure. Aber wir möchten die Veränderungen selber bewirken, ohne Druck von außen, ja? C'est que la RDA refuse qu'on lui montre l'exemple. Ach, wissen Sie, mit dem Modell, wahrscheinlich stellen Sie die Frage, weil Sie sich erinnern, dass es mal Zeiten gegeben hat. Avec ces modèles qu'on vous cite tout le temps, que doit-on faire? Doit-il y avoir dans le monde un seul modèle à suivre? La position de Gorbatchev est sa position à lui, pas forcément la mienne. Il y a des modèles de travail. Chaque pays a une spécificité historique avec ses exigences. Vous parliez de ces jeunes qui ont quitté notre pays. C'est à nous de voir pourquoi ils sont partis, ce qui s'est passé au niveau de leur situation sociale. Nous regardons ce que fait l'URSS avec attention, mais nous réagissons en fonction du chemin que nous nous sommes tracés. Et pourtant, tout au long des avenues empruntées par les cortèges officiels, c'est le slogan « Gorbi, Gorbi » qui a dominé tous les autres. Alors ici, à l'ouest, comment voit-on l'évolution de la situation de l'autre côté du mur? J'ai posé la question ce matin sur le mur, sur un autre point d'observation, un juriste berlinois qui est né à l'est. Il s'appelle Dieter Senoner. À long terme, une libéralisation est inévitable. À court terme, je crains une répression. Je crois que ça va aller pire avant d'aller mieux. Et les émeutes, les affrontements de Dresde, ça vous semble un avant-goût? Oui, un avant-goût, moins de la répression, mais de ce qui se passerait si la répression ne prend pas lieu très sévèrement après le 7 octobre. Mais donc, en attendant, on peut craindre que le pays se referme complètement sur lui-même et qu'il y ait des vaupeaux tout au long des frontières.
C'est exactement ça, et ce sera donc la grande dépression et la grande dévastation économique aussi par la suite. Donc fermeture vers l'Est, non seulement Tchécoslovaquie, mais Pologne. Tout autour. Tout autour. L'exode de ces jeunes Allemands qui viennent donc ici, vers l'Ouest, est-ce que c'est une forme de réunification allemande avec les pieds, en quelque sorte? Je crois que le terme est assez malheureux et que pour le moment, il ne s'agit pas du tout de la question nationale, mais il s'agit de la liberté de ces individus. Il s'agit au fond de la liberté des 17 millions Allemands de l'Est. C'est ça qui préoccupe les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest. Toute autre question ne se pose plus pendant ce siècle-là. Est-ce que l'Allemagne fédérale a intérêt à chercher à déstabiliser ce régime avec ses repos, ses militaires qui nous observent à la jumelle, ses barbelés? Pas du tout, parce que la déstabilisation, ce serait la crise, l'émeute, le sang peut-être. Ce que nous espérons, ce que nous demandons, c'est la réforme dans l'ordre. Évidemment, l'histoire n'est pas comme ça ne se passe pas toujours dans l'ordre parfait. Mais comme ça s'est passé en Hongrie, ce serait le modèle. Vous-même, vous avez des liens de l'autre côté, à l'Est, des liens proches là. Si vous aviez un vœu à exprimer pour ceux-là qui sont tout près, lequel? Que ce qui se passera un jour se passe vite avant qu'ils vieillissent. Parce que sous le point de vue historique, ça ne fait 5 ans, 10 ans, ça ne fait pas beaucoup de différence. Pour une vie humaine, c'est une grande différence. Et c'est ça qui désespère en ce moment les Allemands de l'Est, au point que ceux qui ne s'en vont pas se demandent s'ils font l'idiot du village. Alors, Berlin, bien sûr, Berlin n'est plus l'Allemagne. Ce qu'on ressent ici, Philippe, avec autant d'intensité, est-ce que en Allemagne fédérale où vous vivez, on le ressent aussi, autant? Oui, on le ressent, en ce sens que tous les gens qui vivent en Allemagne fédérale ont aussi de la famille de l'autre côté. On assiste vraiment à la séparation des familles, donc tout le monde est concerné par ce qui se passe de l'autre côté. Et dès qu'il y a des tracasseries, comme on a vu tout à l'heure pour les passages de frontières, des problèmes de perturbation des lignes téléphoniques où les gens ont du mal à appeler, ne peuvent pas trop écrire, le courrier met longtemps entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc tout cela a des conséquences sur la vie quotidienne des gens et ils s'en ressentent. Et quand on voit aussi que dans tous les landes, dans tous les États régionaux d'Allemagne, tout le monde a accueilli finalement des réfugiés, tout le monde se ressent directement de la situation qui se déroule actuellement en Allemagne de l'Est. Alors ce qui frappe aussi, c'est qu'on entend beaucoup moins parler ici qu'en France de la réunification. Oui, c'est vrai, parce que la réunification ici, c'est plutôt une sorte d'union au niveau culturel. Il n'y a pas cette réunification qu'on pouvait imaginer autrefois, elle n'est plus d'actualité. On parle d'une sorte de fédération possible dans un avenir plus ou moins lointain, mais qui est plutôt une sorte de fédération au niveau culturel, telle qu'elle peut être ressentie à l'heure actuelle. Alors, réunion des Allemands, on l'a vu, réunion plutôt que réunification, c'est ce qu'on entend ici à l'Ouest. Libéralisation ou répression, c'est ce qu'on murmure à l'Est. Une chose est sûre, la question allemande n'a pas fini de hanter l'Europe. Et puis, symbolisme oblige, anniversaire oblige. Dans moins d'une heure, on va tirer ici un feu d'artifice. Enfin, ici, ou plutôt à l'Est. Christine, merci. Il nous reste simplement à vous donner quelques chiffres pour terminer cette édition du journal, quelques rendez-vous. Les chiffres, comme d'habitude, ce sont ceux du tiercé, tout au moins les pronostics de Pierrette Bresse, les voici. 5, 4, As, 7, 3, 8, 6 et 19. Dans un instant, vous avez rendez-vous pour une météo morose et même une météo carrément froide avec José Blanc-Lapierre. La dernière édition du journal, ce sera Henri Sagnier vers 23h, aussitôt après Apostrophe de Bernard Pivot, consacré au cinéma ce soir. Et pour le week-end, comme d'habitude, ce sera Daniel Bilalian qui vous présentera les journaux avec Betty Duro et Philippe Gassot. Voilà. Bonsoir Christine. À lundi, remerciez pour nous Ralph et Monica Zimmer qui ont été vos invités. Merci Philippe Rochaud. Merci à tous ceux qui nous ont fait vivre cette page spéciale consacrée à l'Allemagne. Merci, bonsoir à tous.